Sébastien est l'ancien musique de la médiathèque Pierre Almaric, nous associe à la venue de M. Jean-Paul Tiveri pour se rencontre autour de la bande dessinée dite du 9e art. Cette rencontre permettra aux néophytes comme aux connaisseurs d'enrichir leur connaissance grâce au fabuleux parcours de M. Tiveri, avec des rencontres fortes avec l'auteur de l'État Maurice Gauthier, Camus et tant d'autres. Et c'est surtout celle avec René Péloff, l'auteur des Pieds-Nuquets, qui sera la plus marquante, l'écriture de scénario, collaboration et l'anonymité. Merci à tous. Et ça parle de Sébastien. Moi aussi, je me dis. Benoît Cannet est le président de Chic BD. L'association Chic BD se réunit le deuxième mercredi du mois. Aujourd'hui, on est ici à la médiathèque. Merci à la médiathèque de nous recevoir. Il y a peut-être une idée quand même. Voilà. Mais on vous tiendra informé par le biais de la newsletter. Ça sera le même jour. Ça sera toujours le même jour. Toujours le deuxième mercredi. Ça, je ne sais pas. Donc pour ceux qui veulent adhérer, n'hésitez pas à vous rapprocher. Voilà, vous avez les petits flyers, les cartes, les flyers. tout l'explicatif. Et voilà. Et donc moi je suis très heureux d'accueillir Chic BD. Voilà, bon, ça fait déjà 10 ans qu'on collabore ensemble avec l'association. Et depuis 10 ans que je connais Denis, et ça fait 10 ans qu'il me parle de toi, Jean-Paul, et ce sera l'occasion de enfin t'avoir à la médiathèque. Donc je vais faire juste une petite présentation très rapide, hein, voilà, parce qu'on aura l'occasion d'en parler pendant une heure. Tu as plusieurs cordes à ton arc, tu es scénariste, tu as été journaliste, tu as été biographe, tu as été plein de choses autour de la BD, éditeur, surtout. Alors, les éditions, regarde, alors si vous voulez, après la rencontre, acheter des bandes dessinées, c'est possible. Voilà, on en a, il y a quelques bandes dessinées, si vous voulez. N'hésitez pas. Alors, tu as été éditeur, donc, et on est très heureux de te présenter ce soir. Alors, Denis a préparé un diaporama avec des images un peu qui retracent un peu ton parcours. Et il y a plusieurs images, des couvertures de livres et tout. Et on va commenter, tu vas nous commenter un petit peu tout ça. On va te poser quelques questions, on va te cuisiner un petit peu. Et voilà. C'est-à-dire que quand vous allez me cuisiner, j'espère que vous allez m'assaisonner aussi. À toutes les choses. D'accord. Et voilà. Je voudrais remercier cette immense foule qui est venue me voir. Merci, mais c'est un merci sincère. Je voudrais signaler que parmi vous, il y a 2 dessinateurs. Il y a Christophe Sénégas, qui va participer au prochain album de Bibi Fricotin. Ben oui, tu le sais bien. Et il y a le dessinateur de Bibi Fricotin, Philippe Lafitte, qui est là, et qui, en fin de soirée, pourra dédicacer effectivement des albums de Bibi Fricotin, dont j'ai l'honneur d'être le scénariste. Merci, et on peut commencer si M. Denis Privat est prêt. Très bien, mais merci Jean-Paul d'être là, merci à vous tous d'être présents également. C'est un Chic BD qui se déroule à la médiathèque, on est toujours flattés, honorés d'y être, et puis c'est super comment c'est organisé. Il y a également, vous le verrez peut-être après, pendant la petite collation qui suivra la petite rencontre, il y a 3 petites vitrines qui permettent de voir des originaux et des livres, des choses un petit peu qu'on n'a pas l'habitude de voir et que peut-être Jean-Paul se fera un plaisir de commenter. Voilà. Donc ce soir, c'est un petit peu 50 années de bande dessinée que tu as réalisé, pratiquement jour pour jour. Pratiquement jour pour jour. Voilà. Et alors, Jean-Paul, comment elle était venue à la bande dessinée? Alors c'est une longue histoire, hein, puisque c'est 50 ans. Déjà, quand j'étais petit, j'ai lu de la bande dessinée avant de savoir lire. Je m'explique. Mon voisin, j'habitais à Castres, dans un immeuble où il y avait 4 locataires. Mon voisin, qui avait 4 ans de plus que moi, Max Bru, qui est devenu ensuite un industriel castré assez connu, achetait un journal qui s'appelait Cocardi. Cocardi, dans l'immédiate après-guerre, c'était des histoires sur les maquisards, la résistance, les pays qui souhaitaient devenir indépendants, et il me le montrait, et il me le lisait. Et avec du papier carbone, on décalquait les images et on créait de nouvelles histoires. Si bien que je ne savais pas qu'un jour je serais scénariste, mais j'étais déjà scénariste à l'âge de 4 ans.
Ça, c'est le premier épisode. Et dès que j'ai su lire, mon père, toutes les semaines, m'a acheté le fameux Cocardi. En 1955, j'avais 13 ans, Cocardi s'arrête, il m'achète le journal Tintin. Et à Noël, je recevais un album du Relier, Spirou, ou d'autres publications. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape se produit 20 ans plus tard. Je suis en coopération en Côte d'Ivoire. Et un soir, à l'hôtel Ivoire d'Abidjan, qui est un immense monument, Enrico Macias se produit avec en première partie une chanteuse qui s'appelle, et je pense qu'elle s'appelle toujours, Jacqueline Dano, qui était une chanteuse réaliste. Et j'avais vu Jacqueline Dano quelques années auparavant et j'avais envie d'assister à son spectacle. Vous m'excuserez, certains, mais Enrico Macias, ça ne me disait pas grand-chose. Alors comment faire? Or, à l'endroit où je travaillais, où j'étais professeur, d'ailleurs j'ai été jusqu'au bout, il y avait un couple de pieds noirs qui venait d'arriver. Bon, on était en 1963. C'était l'arrivée des pieds noirs en France. Alors Macias, c'était un dieu. C'était le chanteur qui chantait leur pays. Alors avec un copain, on va les voir et on dit voilà, on vous propose d'acheter 2 billets pour Enrico Macias. Moi et mon copain, on va en première partie voir Jacqueline Dano. À l'entracte, on vous donne les billets et vous allez voir Enrico Macias. Et on rentre ensemble. On était quand même à une centaine de kilomètres d'Abidjan et les routes ne sont pas vraiment goudronnées à l'époque. Bon. Et on descend à Abidjan. Mais question, qu'est-ce qu'on va faire pendant que Macias fait son tour de chant? Ben, on va acheter, je sais pas, un livre, un album, quelque chose. Et on va au kiosque. Et au kiosque, il venait de recevoir une collection à peu près complète de Lucky Luke. Alors on dit, ben, on va acheter des albums Lucky Luke. Et j'achète des albums Lucky Luke. Il se trouve que dans les années qui ont précédé, j'avais un peu laissé tomber la bande dessinée et je m'étais beaucoup intéressé au cinéma. Et quand je lis Lucky Luke, je retrouve le cinéma. Et ça a été un véritable choc artistique. Mais je vous jure qu'on peut parler de choc artistique, jusque dans les entrailles. J'ai dit, mais ce truc-là est formidable. Il y a tous les plans du cinéma, il y a toute l'histoire du western, il y a même des caricatures, il y a Gary Cooper, J'ai été vraiment subjugué. Et je pense que ça a été un deuxième départ pour mon intérêt pour la bande dessinée. Parce que j'ai trouvé que cet art était magnifique, alors qu'à l'époque, les gens qui lisaient de la bande dessinée passaient pour des imbéciles. C'est très clair. Bon. Les anciens peuvent s'en souvenir. Et le troisième épisode, là j'étais en coopération en Algérie. C'était un peu plus tard. Ça devait être en 70, 71 par là. Et avec mon épouse, ici présente d'ailleurs, on se baladait dans Alger, et à un moment on voit une galerie, exposition de dessins. Bon alors hop, on y va. Et à l'époque, il y avait un petit fascicule qui paraissait toutes les semaines, qui était fait par de jeunes dessinateurs algériens, qui s'appelait Mkidesh, qui était un petit paysan qui avait des... Bon alors... C'était humoristique, et puis il y avait bien évidemment une série sur ce que les Algériens appellent la révolution. Alors on rentre là-dedans. Alors il y avait des dessins originaux partout, et on les regarde. Et puis il y a un jeune qui vient vers moi, et qui me dit, mais monsieur, qui êtes-vous? Je suis personne. Mais vous parlez d'une certaine façon de nos dessins qui n'est pas habituelle. Ben, j'ai dit oui, parce que ça m'intéresse, quoi. Est-ce que vous voulez manger avec nous ce soir? Ben oui, si vous voulez. Alors il commande un couscous au bistrot d'en face, on s'assoit sur les poufs, et puis les 4 dessinateurs du journal étaient là, puis on se met à bavarder. Et au cours de la conversation, revenez sans cesse. Est-ce que vous connaissez Hogarth? Hogarth est le plus célèbre des dessinateurs de Tarzan.
mais il est américain. Et je connais l'œuvre de Hogarth, mais le bonhomme, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais rencontré. Alors je lui ai dit, ben oui, je connais Hogarth. Alors est-ce que ceci, et comment il fait cela, et comment il vit, et est-ce qu'il mange des spaghettis, est-ce que... Bon, enfin, je ne pourrais pas répondre à leurs questions. Et ces garçons étaient excessivement sympathiques. On rentre à la maison, j'ai dit, bon, mais je vais écrire à Hogarth. Et je vais lui poser toutes les questions que ces jeunes gens m'ont posées. Et ne manquant pas de culot, je joins à mon courrier un album de Tarzan, et je pose mes questions à M. Hogarth, et je lui dis, ça serait sympa si vous pouviez me dédicacer l'album. Et Hogarth m'a répondu, en anglais bien sûr. Alors j'ai fait traduire par le prof d'anglais du collège où on était, et j'ai rencontré mes jeunes dessinateurs, je leur ai apporté un maximum de réponses à leurs angoisses à propos de Hogarth, et puis quelques jours, au même moment, on me dit, il y a une association à Toulouse, les Amis de la BD. Alors j'écris et j'adhère. Et je reviens pour les vacances à Espéros, qui est un gentil bled du Tarn, que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, vous perdez quelque chose. Et le rédacteur en chef du journal de cette association vient me voir. Alors on bavarde, tout ça, puis je ne sais pas trop quoi lui raconter, moi. Alors je lui montre ma correspondance avec Hogarth. Et le dessin que Hogarth m'a fait. Ah, il me dit, mais c'est formidable, on fait un numéro de Aga avec ça. Aga, ça veut dire Haute-Garonne. Hein. Bon. Et en septembre, le numéro de septembre-octobre 1973, donc il y a bien 50 ans, paraît mon premier article, interview de Hogarth, réalisé par Jean-Paul Tibéri, New York, le 12 septembre. Rencontre en Algérie, publication en France d'un Américain, ma carrière internationale a commencé. Voilà comment je suis venu progressivement à la BD. Alors voilà la couverture de Aga et le fameux dessin qu'Hogarth m'a fait sur un album. Qui est pas mal. Qui est pas mal. Et la première année où a eu lieu le festival d'Angoulême, ils avaient invité Hogarth. Et moi j'avais un stand où je vendais les Agas. Et quand Hogarth est arrivé en face de ce dessin, bon, on ne l'avait pas averti, rien du tout, quoi. J'ai senti qu'il y avait un hop, et puis il a continué, il n'a rien dit. Maître, si vous voulez continuer. Donc on a pu voir le courrier, la réponse de Hogarth. Oui, vous pouvez le lire, hein. Qui a été traduit dans Aga quand même. Hein. C'était oui, bien sûr, ça a été traduit. Photo suivante, s'il te plaît. Donc on peut voir après la rencontre de Jean-Paul Tibéri avec le Maître Pélos. Voilà, Maître Pélos. Alors, à la suite de ce que je vous ai raconté, j'ai donc adhéré aux Amis de la bande dessinée. Et les Amis de la bande dessinée ont organisé le premier festival de BD à Toulouse. Toulouse a précédé Angoulême. Hein. Bon, Angoulême est devenu un peu plus célèbre, mais bon. Et moi, j'habitais près de Paris. Je m'occupais des expositions, de rencontrer les dessinateurs, etc. Et en 1974, j'ai l'idée d'inviter Pélos, qui est quand même un immense dessinateur qui à l'époque faisait les pieds nickelés. Et un soir, on dînait ensemble, et à brûle-pourpoint, comme ça, bon, j'avais passé 8 jours chez Pélos, chez lui, à Saint-Gervais, pour préparer une exposition, tout ça, on était un peu intimes. Et à brûle-pourpoint, il me dit, Tibéri, fais-moi un scénario des pieds nickelés. Les pieds nickelés, je ne sais pas faire ça, moi. J'ai jamais envisagé. Et puis les pieds nickelés, quand même, c'est un monument. Et Pélos le prend, j'ai dit non, quoi. Mais Pélos le prend un peu de haut. Il se met en colère.
Et alors, à l'époque, il y avait un journal qui s'appelait le journal des Pieds-Nicolés. Le rédacteur en chef était là, il le calme. Il lui dit, mais si, il va le faire. Allez, reprends du fromage, il va le faire. Et le temps passe, et je rentre chez moi, le scénario, bon. Et le mercredi, je rendais visite au rédacteur en chef du journal avec qui j'étais devenu copain. Et il me téléphone, il me dit, mercredi, tu viens ? Oui, bien sûr. Et ton scénario, il en est où ? Ben, le scénario, il a été nulle part. Eh bien, j'ai fait 2 pages. Mais c'est tout. Ah ben oui, très bien. Emmène-moi tes 2 pages et on verra. Alors je monte à Paris, encore il montre. Et j'ai mis les Pieds-Nicolés en Afrique. Puisque j'y avais passé quelques années. Ah, il me dit, mais c'est très bien. Allez, continue. Donc j'ai continué. J'ai livré donc un scénario en 3 épisodes. À l'époque, il y avait 16 et 12 qui s'apparaissaient dans le journal. Et un jour, il me dit, ton premier épisode passe la semaine prochaine. Comment ? Moi, petit Tibéri, là, je vais être illustré par le grand Pélos. Enfin, c'est trop beau, c'est pas possible, je vais mourir. Je vais mourir parce que je peux pas voir ça, c'est insensé, quoi, Non, je peux pas. Et puis, ça a apparu. Et puis, je peux vous le dire aujourd'hui, je suis pas mort. Et puis, le 2e épisode, et puis le 3e. Et puis, je trouvais que c'était pas mal d'être illustré par Pélos, qui reprenait les choses en main, quand moi j'avais quelques failles. Et quelques mois plus tard, le même rédacteur en chef me dit, tu sais Tibéri, le mois prochain, c'est l'album qui sort. L'album ? Même réaction. Moi, un album illustré par Pélos ? C'est pas possible, je vais mourir. Et la 2e fois, je ne suis pas mort non plus, et l'album est paru. Et finalement, je me suis pris au jeu. Parce que d'un seul coup, écrire des histoires pour un des plus grands, il faut être honnête, pour un des plus grands dessinateurs du siècle, c'est inespéré. C'est un coup du sort, un coup de chance, et c'est formidable. Et j'ai suivi Pélos jusqu'à la fin de sa vie, donc il est venu au salon. Et il y a une anecdote au salon qui est assez drôle. Il est au salon et il dédicace, bien sûr. Il y a une dame qui arrive. Ah, monsieur Pélos, faites-moi un dessin. Ben oui, madame, mais sur quoi ? Ah, monsieur Pélos, faites. Ben, il dit, écoutez, moi je veux bien vous faire un dessin, mais une feuille de papier, un livre, un peu quelque chose. Ah, et elle part. Bon. Et un quart d'heure après, elle revient avec un carré de tissu. Monsieur Pélos, bon, si vous voulez. Alors, allez, le feutre, les Pieds-Nicolés sur le carré de tissu. Bon, vous êtes contente. Ah, monsieur Pélos, merci, si vous saviez. Bon. Puis le temps passe, et puis Pélos, la fin du salon arrive, et il reprend son imperméable. Il manquait un carré de tissu. Voilà. Pélos est dans son chalet. Il avait un chalet à Saint-Gervais. Il est tout seul. Et il entend du bruit dans ce qu'on pourrait appeler la cave, enfin, en bas, quoi. Alors il descend. Puis Pélos était quand même 1m98 et un type qui a pratiqué tous les sports, sauf l'escrime et le cheval, enfin l'équitation. Il descend. Et au moment où il arrive en bas, il voit un type qui s'enfuit. Et Pélos le poursuit. Il arrive dans une forêt. Le bonhomme, on ne sait pas où il est, mais le bonhomme, il est derrière un arbre avec un couteau. Et il plante son couteau dans Pélos, ce qui lui vaudra 6 mois d'hôpital. Et pendant ce temps, d'ailleurs, c'est Pierre Lacroix, pour ceux qui connaissent, qui prend les Pieds-Nicolés en main. Au bout des 6 mois, bon, ben, il est en bonne santé, il revient. Et un jour où il se promène à Megève, à quelques mètres de lui, il voit son attaquant.
Ah, ben dis donc, toi. Il lui fonce dessus et KO. Bien évidemment, la police arrive et on embarque l'attaquant et l'attaqué. Alors il s'attend un peu à être réprimandé quand même. Il paraît qu'en France, on ne se fait pas justice soi-même. Et le commissaire de police lui dit, Monsieur Pélos, merci. Comment merci? Parce que Pélos, entre-temps, s'est aperçu qu'il s'était trompé de bonhomme. Et il lui dit, merci, vous nous avez attrapé quelqu'un qu'on recherche depuis 6 mois. Mais ça tombe bien, on va rester dans la police. On va rester dans la police alors. Oui, parce que donc on a parlé de Toulouse, du festival de Toulouse, de Haga. On y reviendra, mais tu as été rédacteur en chef de Haga pendant longtemps. Et d'ailleurs, tu as lâché un petit peu l'affaire parce qu'après, il y avait beaucoup de biographies d'auteurs que tu as réalisées entre-temps. Mais à Toulouse, il y avait un éditeur, donc Loubatière, et avec qui tu es rentré en relation, avec qui tu as eu une longue amitié aussi. Et un jour, il te demande, là, c'est un travail de commande, on va dire. Ah oui, je vois dont tu parles. Voilà. Donc, nous étions donc près d'Orléans, et un soir, le téléphone sonne. Ici, c'est Francis Loubatière, donc célèbre éditeur toulousain. J'ai un scénario à te proposer. Bon, je ne fais pas partie des gens qui ont proposé un scénario tous les matins. Hein. Ah bon, c'est quoi? Un pénitencier pour enfants au 19e siècle. Ah oui. Oui, alors 100 grammes de viande tous les mois, un jardin pour qui s'occupe, traitement au cachot quand ils étaient passage. Je dis, oui, mais tu te rends compte, un scénario comme ça, c'est pas rigolo. Hein. Avec qui tu veux que je le fasse? Parce que quand même, le plaisir, c'est aussi de travailler avec un bon dessinateur. Privilège que j'ai aujourd'hui. Je ne cite personne. Mais il est là. Et j'ai dit, mais avec qui? Oh, le voiture me dit, avec qui tu veux? Moi, du moment que tu acceptes, si tu trouves un bon dessinateur, et il y a quelqu'un avec qui j'étais ami, et dans le fond, on rêvait un peu de travailler ensemble. C'était Pierre Frisano, qui était un excellent dessinateur réaliste. J'appelle Pierre. J'ai dit, voilà, il y a Loubatière qui me propose un travail. Est-ce que tu voudrais le faire avec moi? Oh, ben Jean-Paul, avec toi, ça ira. J'ai dit, écoute, t'appelles Loubatière, parce que pour les histoires d'argent, moi, j'y connais rien. Bon. Et 1 heure après, Loubatière m'appelle, et il me dit, ben, Frisano est d'accord, on s'est mis d'accord. Tu feras le scénario. Bon, je n'étais pas emballé. Il me dit, quand tu viendras à Toulouse, on en parlera. Bon, alors, les grandes vacances arrivent. Et quand j'allais voir Loubatière, j'arrivais à son bureau vers midi moins le quart. Parce que Loubatière connaissait très bien les bons restaurants. Et bon, alors, j'ai un truc à finir là, et puis je suis à toi. Bon, mais fini. Hein. Bon, allez, tu viens, Jean-Paul? Oui. Allez, on va chez les flics. Ah, on va chez les flics. Parce que Loubatière conduisait d'une façon un peu rapide. Et à l'époque, on pouvait encore se faire sauter les pavés, les PV, pardon. Et je me dis, bon, il a encore pris ça de PV et il va voir ses copains au commissariat. Et on rentre dans l'hôtel de police. Enfin, si vous connaissez l'hôtel de police à Toulouse, c'est un grand bâtiment avec des grandes cours au milieu. On rentre là-dedans. Tout. Et puis il sort de la voiture, il me dit, tu viens? Ben, il dit, allez, viens! Ah bon? Alors je le suis. On monte un petit escalier. On arrive à un bureau. Service, je ne sais plus quoi. Il rentre. Bon, il y avait une dame, une secrétaire apparemment, et puis un monsieur en civil, assez âgé. Je vous présente Jean-Paul Tibéri qui a accepté de faire le scénario. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les flics? Bon. On va les manger, puisque c'était là. On va dans un petit restaurant. Et au cours du repas, j'ai compris que l'album qu'on me demandait,
c'était l'orphelinat de la police qui avait été construit sur les ruines du pensionnat, enfin du pénitencier pour enfants. Mais le Boistière s'était dit, si je lui parle de faire un album avec la police, peut-être qu'il ne voudra pas. Et donc on a fait, je crois qu'il est là, ça s'appelle Osmois, voilà. C'est l'orphelinat de la police où on a été reçu quelques temps plus tard, et je me suis penché sur la question et j'ai raconté l'histoire de l'orphelinat d'Osmois. Très bien. Alors là, on fait un petit bond en avant, mais le salon de Toulouse s'est achevé en fait à Albi. En 1981, il y a eu un salon régional de la bande dessinée, et il y avait un invité d'honneur, c'était Chéré, que tu as bien connu aussi. Ah, oui. Et tu peux peut-être raconter l'anecdote qu'il y avait à Pêche-Merle. Alors, oui, j'étais ami avec Chéré. Pardon, Chéré se trouve à côté de Jean-Paul Tibéré, est à droite, et puis Chéré est à ses côtés. Oui, voilà. Et Médina. Médina, M. Rouanet aussi, qui est le président de Madeleine, là, du quartier de la Madeleine, voilà. Pardon. Et puis Madame Chéré qui est au premier plan. Alors, j'avais rencontré les organisateurs du festival de la BD de la Fouillade, à Ramonville d'ailleurs, et il m'avait dit, il te faut venir, on va t'inviter. Ben oui, mais m'inviter pourquoi? À l'époque, j'avais rien de précis. Et Hélène dit, mais si, il fait des conférences avec des diaporamas. Ah ben tu viendras à la Fouillade faire des conférences avec des diaporamas. Alors tous les ans je faisais une conférence avec des diaporamas, et une année ça a été Chéré et Rahan. Bon. Si vous avez lu Rahan, et si vous êtes un spécialiste de la préhistoire, vous avez pu être surpris. Parce que Rahan a tout inventé. Non. Y compris le téléphone, le savon, enfin, l'ascenseur, bon. Et il avait, d'après les animaux qu'il rencontre, il a vécu à peu près 50 000 ans. Voilà. Bon. Alors je faisais mon marathon sur Chéré, enfin sur Rahan. Bon. Et puis, quelqu'un vient me voir et me dit, est-ce que vous viendriez faire une conférence à Pêche-Merle, où il y a un site préhistorique très, très important, avec des grottes, etc. Et il y a le festival de Cajar à côté, donc on jumellerait, quoi. Vous viendrez au festival de Cajar, et puis vous feriez une conférence au musée de Pêche-Merle. Bon, ben d'accord, puisque le travail était fait, quoi. Alors, Cajar, et puis le musée. Alors, le matin, on visite les grottes, et l'après-midi, conférence. Bon. On s'installe, il y a quelqu'un qui lançait le diaporama, et moi, je commentais les diaporamas. Et avant la séance, le conservateur du musée vient me voir. Il me dit, Monsieur Tibéri, vous avez de la chance. On a, parmi les spectateurs, le professeur, dont j'ai oublié le nom, un éminent paléontologue qui nous fait l'honneur d'être là. Et il est accompagné de 2 autres spécialistes de la préhistoire. Je me suis dit, bon, alors moi je fais mon diaporama avec toute la fantaisie qu'il faut. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'ils vont en penser, les spécialistes? Et le truc fini, alors les gens applaudissent, bon, ça se fait. Et puis le patron du musée vient me voir et il me dit, monsieur le professeur, je voudrais vous dire un mot. Je me suis dit, Tibéri, qu'est-ce que tu vas ramasser? Attention, hein. Bon, ben, j'étais prêt à tout, hein. Et il se lève et il vient vers moi. Monsieur Tibéri, je n'aurai qu'un mot. Je ne changeais rien. C'est un mot souvenir. En biographie, tu as fait aussi celle de Cabu, puisque à l'occasion d'Aga, tu as fait un Cabu spécial Aga.
Et tu l'as côtoyé lors de cette biographie où tu as été très proche de lui. J'ai été proche de lui, vraiment. Alors le livre, j'avais écrit ça aussi. Voilà. Qui est introuvable aujourd'hui, j'imagine. Bien sûr. Et alors, il y a une anecdote c'est Plantu qui me l'a raconté. Cabu était quand même un dessinateur extraordinaire. Il avait un coup de crayon fabuleux. Tant et si bien qu'un jour, il est avec Plantu à une émission de radio. Ils sont tous les deux, et il y a une dame qui les interroge. Bon. Alors les questions fusent, Plantu répond, Cabu répond, et Plantu remarque que Cabu a la main dans sa poche, qui bouge. Alors il le regarde, il dit, Jean, qu'est-ce que tu fais? Jean, mais tu te masturbes? Ne t'occupe pas. Bon. Et l'émission finie, Cabu sort de sa poche un croquis de la dame qui les interrogeait. Incroyable. Si je ne le tenais pas de la bouche de Plantu, j'aurais dit c'est une histoire inventée. C'est extraordinaire. Continuez, cher maître. On peut voir donc le et celui-là, il est là. Voilà. Autre photo. Une belle rencontre. Ça, c'est le Cri du Cochon avec les éditions Loubatière. Ah, mais je peux raconter le Cri du Cochon. Oui, c'est une belle aventure aussi, oui. Bon. Alors, Loubatière, un jour, me téléphone, il me dit je vais au championnat de France du Cri du Cochon à Prix-sur-Baïse. Est-ce que tu peux m'assembler des BD où il y a un cochon? On fera une expo. Alors je cherche dans mes archives, je trouve des photos, pas des photos, des BD avec des cochons, et je lui envoie. Et puis il m'appelle, il me dit, mais c'est magnifique, on va faire un livre. On ne fera pas une expo, on va faire un livre, qu'on appellera le Cri du Cochon. Et on le sortira pour la manifestation, à laquelle tu participeras. Bon, ben d'accord. Et pour la manifestation, il publie 500 livres brochés, faits en vitesse. Et le matin, il y a des conférences, il y a des nutritionnistes, des vétérinaires, des éleveurs, et tout le monde explique que le cochon c'est bon, et qu'on peut manger du cochon autant qu'on veut, et que c'est bon pour la santé, etc., etc. Et à un moment, Loubatière dit, mesdames, M. Tibéri va vous parler. Et moi, ah bon? J'improvise des trucs sur le cochon, quoi. Et il dit, il va vous dédicacer le livre. Et je me mets donc à une table. À 1 heure, les 500 bouquins sont partis. Mais c'était extraordinaire. Je vais vous en prendre 20, parce que pour ma clientèle, c'est pas mal. Et vous êtes quoi? Je suis vétérinaire. Ah bon. Et ensuite, on a fait un repas où il n'y avait que du cochon à l'entrée, au plat et au dessert. Une tarte, je ne sais plus quoi, mais il y avait du cochon. Et l'après-midi, championnat de Cri du Cochon. C'est fabuleux. Il y a des gens qui sont habillés en cochon. Alors, le cri de la femelle, le cri du petit, le cri du mâle, le cri de celui qui n'est pas content, etc. Bon. Et au cours de cette manifestation, il y a un monsieur qui vient vers moi et qui me dit, Monsieur Tibéri, je suis content que vous soyez là, comme vous d'ailleurs, je suis content que vous soyez là et je vais vous faire un cadeau. Moi, j'ai rien contre les cadeaux. Et il me sort une photo, il me dit, je vais vous la dédicacer. C'est moi qui ai gagné le championnat l'année dernière. Voilà, c'était le cadeau. Alors, une autre rencontre, c'est vrai que Jean-Paul, tu es spécialiste des dessinateurs oubliés. Souvent, tu as fait quelques retours en arrière pour retrouver des gens dont on ne parlait plus à l'époque où Aga sortait, et tu mettais un peu le projecteur sur ces gens-là, et même tu as aidé certains dessinateurs à revenir sur l'avant-scène. Et alors, Monzon en particulier. Voilà, Monzon en particulier. Bon, déjà, c'est une grande amitié avec l'invention du personnage, alors on n'est pas dans le cochon, mais dans l'hippopotame. Oui, Bouzouk. Est-ce qu'il n'y en a pas là? Non. Non, il est en bas, il est en bas. Oui, il est fatigué, il ne peut plus monter. Et alors, il y a l'anecdote sur Monzon qui était un grand... Ah, c'était un amateur
comment dirais-je, de préhistoire, justement. Oui. Et il habitait un premier étage d'un logement. Et pour arriver à ce logement, il y avait une allée de gravier. Et on était là, il appelle sa fille, Esther. Il lui dit, Esther, tu veux descendre, s'il te plaît? Esther, elle descend. Il lui dit, ne bouge pas. Alors il lui parlait du premier étage, ne bouge pas. Alors tu fais un pas, tu vas à droite, tu vas... Penche-toi, il y a des pointes de flèches. Et il a trouvé des pointes de flèches dans cette allée de gravier. Et où il habitait, précédemment, il habitait dans la forêt landaise. Et il avait trouvé des poteries, il avait trouvé des objets préhistoriques. Et un jour où il était au musée avec sa fille, avec Esther, il lui montrait, il dit, tu vois ça, c'est pareil que ce qu'on a trouvé. Et la conservatrice du musée était là. Elle dit, pardon monsieur, qu'est-ce que vous dites là? Il dit, ça, on l'a trouvé chez moi. Et elle dit, vous habitez où? Alors il lui situe l'endroit, et elle lui a dit, arrêtez de raconter n'importe quoi, à cet endroit-là, c'est impossible. Et il est passé pour un âne, et c'était vraiment un amateur, et c'est quelqu'un qui avait été assez célèbre dans le journal de Vaillant, qui est devenu PIF, où il faisait groupe. Et c'est Arnal, Monzon était espagnol, Arnal qui était aussi un réfugié espagnol, qui l'avait introduit. Dessinateur de PIF d'ailleurs. Et Monzon, au départ, il ne comprenait pas bien le français. Alors il lisait les scénarios, et un jour, il y a un avion qui atterrit. Et on dit en langage, paraît-il, que l'avion casse du bois. Il paraît que ça se dit, ça. Bon. Alors lui, il a fait l'avion qui renversait toute une partie de la forêt, puis le type qui coupait le bois. Bien sûr, quand il est arrivé à la rédaction, on a fait ses planches. Et quand Gottlieb a créé l'Écho des savanes, avec Bretéché et Mandrika, ils ont demandé à Monzon de venir travailler avec eux. Parce que Mandrika est un élève de Monzon. Les soleils de Mandrika sont les soleils de Monzon en réalité. Et Monzon a dit, moi je suis un dessinateur pour enfants, parce que en plus l'Écho des savanes c'était quand même un peu olé olé. C'était un homme d'une intégrité rare, et quand on allait chez lui, on ne peut pas dire qu'il était pauvre, mais il vivait chichement. Alors on a créé Bouzouk, que nous avait demandé Michel Fontaine, qui était éditeur à Poitiers. Et la chance qu'on a eue, c'est que le distributeur de Michel Fontaine est parti avec la caisse. Et donc tout s'est arrêté. Par contre, tu as fait un autre ouvrage avec lui, c'est les contes du Languedoc. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait les contes chez Loubatière. Ah oui, c'est vrai, j'ai fait aussi les contes du Languedoc. Que le camarade de Loubatière nous a commandé. Et parmi ces contes, donc j'ai puisé dans la littérature existante, j'en ai inventé un. Donc il y a un conte qui est de moi, et je suis incapable de dire lequel c'est. Et il y a eu également la version en occitan. Et il y a eu une version en occitan. On passe à la suivante. Alors, il y a une petite anecdote qui n'est pas prévue, mais que tu veux peut-être raconter. C'est sur le groupe Roup. Le fameux, l'invention du personnage. Ah oui, ben, le groupe, c'était son scénariste qui devait être Jean Olivier, je crois, qui lui colle. Il lui décrit le personnage. Il lui décrit le personnage en vert, et on a reproché à Monzon d'avoir copié le Marsupilami, et qu'il ne connaissait pas d'ailleurs. Même pas. Donc il n'a pas copié. En faisant un petit peu tes puces, tes recherches, tout ça, tu tombes sur Paris Flirt. Tu avais la collection. Ah oui. Alors Paris Flirt était un journal des années 50 qui se voulait un peu léger. Mais franchement, ça n'allait pas loin. Quand on racontait une histoire d'amour et que les deux s'embrassaient fougueusement sur la bouche, le truc était fini. On n'allait pas plus loin. Et dans cette publication, en 1955, si je ne m'abuse, paraissait une bande de Uderzo scénarisée par Charlier.
Ça s'appelait Clairette. Et il se trouve qu'un jour, je trouve la première année de Paris Flirt pour un prix dérisoire, au plus, et je m'aperçois que cette série est complète. Oh, je me dis, si je commençais à faire un peu d'édition, je me dis, si on pouvait éditer ça, ça mérite quand même. Un Uderzo pas connu, scénario de Charlier, et ça mijote dans ma tête. Il se trouve qu'au même moment, Uderzo perd un procès contre Dargaud. Dargaud ne lui versait pas ses droits acquis à l'étranger. Donc Uderzo porte plainte. Bon. Et Uderzo perd son procès, sous prétexte que Dargaud se sert de cet argent pour aider les jeunes. Voilà. Et moi, un peu naïf, je suis outré. C'est pas parce qu'Uderzo est riche que la loi n'est pas faite pour lui. En plus, ce bonhomme, qui est très riche, il n'est pas allé habiter en Suisse, il n'a pas un compte à Singapour, donc je ne vois pas pourquoi, et je lui écris. Je lui écris bêtement comme ça, je fais un mot, j'ai dit je suis offusqué de la décision de la justice, vous ne méritez pas ça. Voilà, comme ça. J'en parle à des copains, me disaient, Tibéri, ça va pas, non? Qu'est-ce que tu attends? J'ai dit, j'attends rien, je trouve qu'il y a une injustice. Et une injustice qui vient de la justice, justement. Donc c'est pas bien. Et Uderzo me répond, une carte, merci de votre sympathie. Et 15 jours après, ou un mois après, je lui demande l'autorisation de faire une Clairette. Cette histoire de Paris Flirt. Et je suis sûr, parce qu'il m'a donné l'autorisation, je suis sûr que mon mot a joué. Parce qu'il n'y a pas dû avoir deux imbéciles comme moi pour lui écrire que la justice n'avait pas été juste. Hein? Faut être un peu bon, enfin, tant pis. Et donc on fait Clairette. Donc je découpe, je fais des photocopies du machin, et à un moment, sur mon journal, une tache d'encre. Juste sur la tête d'un bonhomme. Alors on cherche et on trouve une image à peu près semblable, on fait une photocopie et on colle la tête de l'autre, enfin le même type quand même. On le colle et on publie l'album. Petit album broché, effectivement, qui est une pauvre petite publication. Merci à Uderzo d'avoir accepté ça, quoi. Seulement quelques années plus tard, les éditions Fordis rééditent. Et Clairette les intéresse. Et eux, ils n'ont rien. Si bien que c'est mon album qui va servir. Et quand la publication de Fordis paraît, je regarde et je vois bien qu'il y a eu la tête collée. C'est bien le mien. Et au passage, quand même, il faut dire que la bande dessinée la plus française, la plus gauloise, Astérix, a été faite par deux émigrés. Ah oui. Allez, allons-y. Exact. Donc là, on voit sur la photo Uderzo avec Jean-Yves Ferry. Voilà. Uderzo décide enfin de céder la main de son personnage d'Astérix et il choisit comme scénariste Jean-Yves Ferry, qui est pas albigeois d'origine, mais qui a fait ses études au lycée La Pérouse et qui était très ami avec un albigeois, Carmosin, Jacques Laval, qui n'est autre que ton neveu. Que mon neveu. Et dont la fille, la petite fille se trouve dans la salle. Merci d'être là. Et donc, souvent, Jean-Yves Ferry avec Jacques Laval venait te voir et puis il dessinait, il faisait des petits croquis. On peut envoyer l'image suivante. Donc, c'est un dessin de Jean-Yves Ferry à l'âge de 17 ans qui avait été fait à Espérance chez toi. Mais il faut raconter aussi que ces deux êtres-là, qui étaient très copains, il y a eu un concours, mais ça tu l'as raconté aussi dans le temps libre, mais si tu permets. Il y a eu un concours comme ça, où est-ce que vous voudriez aller en Europe? Et la coopérative, je crois, vous paiera le voyage. Et ces deux amateurs de BD disent, on voudrait aller à l'île Noire. Sachez que l'île Noire n'existe pas. Et ils ont gagné. Et ils sont partis en Écosse. Et ils ont fait un reportage.
Et le temps libre du début de l'année, la revue du temps libre, ah oui, pardon, raconter justement cette anecdote qui est une merveille de canular estudiantin. Oui, qui a été publié dans le bulletin du lycée La Pérouse. Ah oui, oui, en plus. Voilà, on peut passer à l'image suivante. Donc là, on voit une grande discussion. Ferry. Alors, il y a eu un échange d'albums. Là, je ne sais plus quel. C'était chez toi, ça? Oui. C'était au début de 1000, je ne sais plus combien. 2020, juste avant le Covid, juste avant. Ouais. Donc il venait de terminer, je ne sais plus, c'était un album qui t'avait offert, dédicacé, et toi tu faisais l'échange avec Aga. L'image suivante peut-être. Et voilà, et un peu facétieux. Voilà, Ferry. Voilà, donc là c'est au festival de La Fouillade de l'an dernier, Oui. avec ces deux dessinateurs du moment. Et de toujours. Et de toujours. Mais je peux vous raconter, si M. Philippe Lafitte le permet, nos rencontres. La première rencontre, c'est avec BV, qui est ici à droite, au festival de Revel, il y a 10 ans, même un peu plus. Et ce festival avait la particularité qu'il y ait plus d'exposants que de clients. C'était le Sahara, il manquait que les chameaux. Alors moi j'étais avec l'ADER, dont on parlera certainement plus tard, pour dédicacer un album. Et puis au bout d'un moment, je me lève, je vais faire un tour, quoi. Et puis je vois donc ce garçon-là, qui présentait un petit album humoristique. Alors je regarde, puis on se met à bavarder, on ne sait pas quoi faire. Et puis je ne sais pas ce qui me prend. J'aimais assez son graphisme. C'est le graphisme d'un dessinateur de presse, un peu enlevé. Et je dis, vous ne voulez pas faire les Pieds-Nicolas, moi? Il me regarde, il dit, oui, bien sûr. Et puis on ne se voit plus. Et le lendemain, le festival continuait, mais moi j'avais des invités et je n'y participais pas. Alors il va voir Clader, donc le dessinateur avec qui j'étais, et il lui dit, qui c'est ce con qui veut que je fasse les Pieds-Nicolas? Bon, aujourd'hui, BV dément qu'il ait dit con, mais... Et Clader dit, ben c'est Tibéri. Il dit, pour les Pieds-Nicolas, il est tout à fait légitime, il a travaillé avec Pélos, avec moi, j'ai fait aussi un Pieds-Nicolas avec lui. Ah bon? Ah bon? Et BV rentre chez lui, il n'avait pas Internet, à l'époque, je ne sais pas, c'était 2011, et il téléphone à un copain, il dit, Tibéri, qui c'est celui-là? Alors l'autre, il cherche Tibéri Jean-Paul, et puis il voit un certain nombre de choses. Il dit, t'es bien tombé, les Pieds-Nicolas, il a fait, effectivement. Alors il me téléphone, il me dit, mais vous êtes sérieux, vraiment? Ben, je dis, oui, moi j'ai envie de faire les Pieds-Nicolas, ça me manque. Ah ben oui, on peut essayer. Alors on a essayé, et on va signer bientôt le 11e album. Et puis mon ami Philippe Lafitte, c'était à Nocelle, c'était en 2018. Et avec BV, justement, nous étions en quelque sorte les invités d'honneur avec les Pieds-Nicolas. Et un jeune dessinateur avait fait des affiches des Pieds-Nicolas, à sa façon. Et quand j'ai vu ces affiches, je me dis, mais c'est formidable. Qui c'est ce type qui travaille comme ça? Ah, mais vraiment, vraiment, avec la plus grande sincérité, j'ai été ébloui. Et dans l'après-midi, on voit un bonhomme arriver et on me dit, c'est lui. Alors il vient, il achète un album des Pieds-Nicolas et il vient me le faire signer. Je lui dis, pratiquement tout de suite, je crois qu'on n'a pas échangé un mot avant, vous voulez pas faire Bibi Fricotin avec moi? Il me dit oui, avec plaisir. Et nous sortons le 4e album en 2024. Mais la différence entre les deux, c'est que autant BV ne savait pas qui j'étais, le dénommé Philippe Lafitte savait qui j'étais. Je m'en suis aperçu quand quelques temps plus tard, on était allé casser la croûte chez lui, il m'a fait dédicacer des tas de bouquins que j'avais fait précédemment. Voilà. Et nous continuons à travailler ensemble pour le plus grand plaisir des deux, j'espère. Continuez. Alors il est arrivé quelquefois que tu aies plein de scénarios de BD et qui ne se réalisent pas.
Oui. Et donc, tu en as fait un roman illustré par... Ah, mais Jean. attends, ça, quoi, tu parles du dernier voyage? Oui. Ou alors là, c'est une autre histoire. Le camarade Louvatière, Toujours éditeur à Toulouse, un jour me dit, voilà, tu vas faire un scénario sur le canal du Midi. À l'époque, existait la dernière péniche marchande. Après, il n'y avait que des bateaux de touristes. Il me dit, je t'ai trouvé une place sur une péniche et tu vas descendre, tu vas partir je crois que je suis parti de Toulouse, enfin, jusqu'à Sète, avec un couple de mariniers pendant 3 jours. Et tu verras comment ils vivent et tu pourras poser toutes les questions que tu veux, bon, etc. Et au retour, le dessinateur Jacques Laval fera le trajet et lui aussi prendra des notes, il prendra des croquis et on fera un album. Et cet album sera vendu aux écluses. Parce que maintenant, c'est les touristes qui vont... C'est fini les péniches marchandes, c'est les écluses de... Bon. Alors à chaque écluse, on mettra des albums et ça marchera. Alors j'écris mon scénario. Jacques Laval commence timidement et là, excusez, mais il lui vient une mauvaise idée. Il meurt. Carrément. Donc le projet tombe à l'eau. Bon. Le Louvatière me dit, je vais trouver un autre dessinateur. Oui, on verra. Hein. Puis le temps passe, puis il trouve personne, et puis bon, l'histoire est finie, quoi. Et quelques temps plus tard, mon ami Maric me dit, dis donc, chez Fleuve Noir, ils cherchent de nouveaux auteurs. Vas-y. Ben, Fleuve Noir, c'est les romans policiers. Ceci dit, c'est une sacrée baraque. Hein. Fleuve Noir, pour les amateurs, ça représente quelque chose. Hein. Mais il me dit, mais si, vas-y, cherche. Et tiens, je vais adapter la bande dessinée en roman. Et je me mets à écrire un roman qui s'appelle Le Dernier Voyage, comme devait s'intituler la bande dessinée. Je demande un rendez-vous, on me reçoit chez Fleuve Noir, je présente le premier chapitre, une dame fort aimable le lit entièrement, et qui doit être assez rare quand ils reçoivent des gens. Elle me dit, mais c'est bien. Allez-y, continuez. Bon, mais le mois prochain, je vous porte le deuxième chapitre. Je porte le deuxième chapitre, le parcours, mais oui, finissez-le pour la rentrée et on publie. Publier chez Fleuve Noir, quand même, ça fait plaisir. Donc à la rentrée, le truc est bouclé, tout. Allô, oui, monsieur Fleuve Noir, oui, voilà, est-ce que je peux voir... Madame Untel, Madame Untel n'est plus chez nous. Ben, c'est pas grave, passez-moi sa remplaçante. Allô, oui, ben voilà, j'ai écrit un roman et Madame Untel. Réponse, moi, monsieur, je ne vous ai rien demandé, au revoir. Terminé. Bon, alors la BD elle est foirée, le roman foire aussi, et le temps passe. Et puis un beau jour, je me dis quand même, ce roman, je fais de l'édition, pourquoi est-ce que moi je ne le publierai pas? Même si j'en fais que 50 ou 100, peu importe, mais qu'il existe. Mais quand même, je voudrais qu'il y ait des images dedans. Ça doit me plaire, les images, finalement. Et je contacte Pertuset. Et je lui dis, voilà, j'ai écrit un roman, est-ce que tu ne voudrais pas me faire une dizaine d'illustrations? Il y avait 13 chapitres, une par chapitre. Il me dit, tu me l'envoies. Si ça me plaît, je le fais. Si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. Mais d'accord, je lui envoie. Le roman lui a plu, il a fait des illustrations, il a fait une couverture. J'en ai tiré 70, mais j'ai eu le plaisir de voir le roman publié. Merci Jean-Claude Pertuset. On peut passer la photo suivante. Alors, c'est au stand d'Angoulême, au stand d'Aga, donc à gauche. Pertuset est au milieu. Pertuset est au milieu. Et puis, il y a également Jean-François Talman de la librairie Touze, qui était dans le Vieil Albi, où se trouve actuellement la galerie Nadine Granier. C'était là où il y avait donc une librairie-galerie et qui a exposé
des planches originales, à l'époque, en 1980, de Anki Bilal, qui publiait à l'époque à Pilote La Foire aux Immortels. Il y avait également Druillet, pratiquement le mois d'après. On était en pleine science-fiction là, cette époque-là. Il y avait aussi Philippe Cazat, et puis Jean Joubert. Voilà, Jean Joubert qui était dans un tout autre registre. Photo suivante, s'il te plaît. On revient dans le Tarn et dans les monts de la Cône, où avec Clader, tu as réalisé aussi, je crois, un pied nickelé. Oui, avec Clader. Et suite à cette expérience, après, il y a eu les tracts dans les monts de la Cône. Oui. Alors, à l'époque, j'étais adjoint au maire de Espéros, et il y a eu une grande réunion à la Cône, avec ce qu'ils appellent les forces vives. Moi, j'étais tout content d'être avec les forces vives. Et au cours du repas, un grand repas chez Calas, qui était pas mal, j'étais à côté du sous-préfet de Castres. Et le sous-préfet me dit, le maire d'Espéros dit, Monsieur Tibéri est un spécialiste de la bande dessinée. Et le sous-préfet se tourne vers moi et me dit, vous êtes collectionneur? Je lui dis, non, pas du tout. Je suis scénariste. Ah bon? Qu'est-ce que vous... Ben, les pieds nickelés. Ah, les pieds nickelés. Mon Dieu, toute mon enfance. Il faut dire que les pieds nickelés sont nés en 1908. Hein. Alors, ils ont bercé l'enfance de pas mal. Hein. Alors, est-ce que je peux venir chez vous? Je dis oui. Je vous montrerai les choses, on parlera. Bon, il n'est jamais venu. Je suppose qu'un sous-préfet qui aime les pieds nickelés. Hein? Vous voyez ce que je veux dire. Mais le maire de la Cône, lui, par contre, ça avait fait tilt dans sa tête. Et il appelle le maire d'Espéros, il dit, Tibéri, vous ne pouvez pas nous faire quelque chose? Quand un maire vous demande quelque chose, c'est un festival, c'est une manifestation publique. Donc je veux le voir. Et tout de suite, je lui dis, si c'est un festival, c'est non. Ah non, qu'est-ce que vous pouvez nous faire? Mais moi, je ne sais faire que des livres. Ah bon? Et qu'est-ce que vous nous proposez? Eh bien, on pourrait faire une bande dessinée qui soit ni un catalogue, ni un historique, parce qu'il fallait que ça parte de la communauté. Mais une balade avec une histoire. Ah bon, si vous voulez, alors bon, je contacte Clader, on met les choses au point, on décide d'un scénario, on prend sa voiture, et comme il fallait que ça parle de la communauté, on parcourt en voiture toute la communauté et on fait des photos. Et ces photos ensuite vont servir à faire l'album. Et quand l'album paraît, donc c'est l'histoire d'un émigré clandestin qui est obligé de s'enfuir dans les monts de la Cône, qui est pourchassé par la police et les journalistes. Et les journalistes trouvent très bien de dire que ce bonhomme qui parcourt la région, c'est de nouveau l'enfant sauvage. L'enfant sauvage est revenu. Bon. Et donc on publie l'album, avec un certain succès. Première séance de dédicace sur le parvis de la mairie à la Cône, et c'était au mois d'août. Et est arrivée à ce moment-là une colonie de Yougoslaves, de Tchèques, de je ne sais quoi. Quand ils disaient leur prénom, on prenait un papier, on disait, vous voulez pas l'écrire? Et puis l'album se vend. Bon. Alors il y a des gens qui ont reconnu, il y a un certain nombre de personnes qu'on peut reconnaître dedans. Mais ils ont reconnu des gens qui n'y étaient pas d'ailleurs. Et comme on a fait des photos, je me souviens d'une réflexion d'un lecteur avec sa femme, il dit, regarde, c'est chez nous là. Eh bien oui, c'est chez nous. Regarde, le voisin, il a garé sa voiture devant chez nous. Et puis il y a un couple d'Espéros qui est parti avec l'album sur les genoux de la dame. Le monsieur conduisait, ils ont fait tout le circuit. Parce que c'est difficile, parce que dans les petits villages, si vous ne voulez pas montrer à chaque coup l'église, pour trouver quelque chose de typique, des fois c'est difficile. Et puisqu'on est dans les enfants sauvages, on va continuer. Et quelques années plus tard, parce que la mairie n'a pas voulu faire la suite, qui est la véritable histoire de l'enfant sauvage, pour de bon, et qui s'appelle Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron,
alors que tout le monde sait qu'il a été trouvé à la Cône. Et je peux vous dire, à mon avis, pourquoi on dit toujours l'enfant sauvage de l'Aveyron. Cet enfant, donc, on le trouve dans les bois de la Cône. On l'exhibe sur la place du, je ne sais plus comment ça s'appelle, à la Cône, pour que les gens le reconnaissent et éventuellement l'embarquent. Mais personne ne le reconnaît. Si on l'a abandonné, c'est pas pour le reconnaître. Et on le confie à une vieille fermière. Et cet enfant, il fait que des conneries, quoi, pour être clair. Il prend les pommes de terre dans le foyer, puis il les mange comme ça. Alors, il se fout plein de cendres. Et un beau jour, il met le feu à la grange. Alors il se dit, qu'est-ce que je vais ramasser? Et il s'enfuit. On est en janvier, il s'enfuit. Mais au lieu de redescendre vers le sud, il va vers le nord. Et il atterrit à Saint-Cernin-sur-Race. Et au petit matin, il y a un bonhomme qui est un teinturier d'ailleurs, qui le trouve là, cagnardé devant sa porte. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle le gendarme. Et à partir de ce moment-là, il y a des traces administratives de cet enfant. Donc il devient en quelque sorte un enfant sauvage de l'Aveyron. Parce que avant, il était là, mais on ne savait pas. Et tout compte fait, c'est la mairie de Saint-Cernin qui a édité l'album, quelques années après. Tu crées des éditions Regard en 1981. Ah oui. Et ton premier ouvrage, c'est la bande dessinée et le cinéma. Voilà. C'est ta passion du cinéma qui va ressortir. Voilà. Et au Salon de Toulouse, je rencontre un éditeur, Robaza, et il me dit, je voudrais faire un livre sur le parallèle entre la bande dessinée et le cinéma. Oh, je dis, moi j'en rêve, je vous le fais. Donc je rentre à la maison et je me mets en quête de... Il faut chercher tous les films qui ont été faits, puis avoir des illustrations, etc. Bon, comme on habitait près de Paris, je vais acheter des photos dans des boutiques spécialisées, et mon bouquin est prêt, et j'envoie tout à Robaza, qui un beau jour me téléphone, il me dit ton bouquin est prêt, on le sort en juin. Bon, je lui dis non, on ne sort pas un truc comme ça en juin, vous n'allez pas en vendre un, c'est pas un roman pour l'été, quoi. Ah, ben on le sortira en septembre. D'accord. En septembre, recoup de fil, j'ai fait faillite. Si tu veux, tu peux racheter, à l'époque, en 80, les films à l'imprimeur. Ça te coûtera 10 000 francs. Bon. Eh bien, allons-y. J'achète les films. Et avec Madame Hélène, on a mangé des nouilles pendant quelque temps. Et le dimanche, on y mettait du beurre. Et je cherche à éditer ce bouquin. Je le montre à Glénat, entre autres. Oh, Tibéri, vous avez fait un truc formidable. Ce livre devait exister. C'est dommage qu'il ne rentre pas dans nos collections. Etc., etc. Et je trouve, non pas un éditeur, mais un distributeur. Distribédé. Qui me dit, on va l'éditer à 1000, il coûtera 240 francs. Non, c'est pas celui-là. Non, il coûtera je ne sais plus combien. On en fait 1000 exemplaires et on vous le distribue. Et donc, c'est mon premier bouquin en 81. Alors on me dit, si c'est un compte d'auteur, tu ne paieras pas la TVA. Donc je fonde les éditions Regard à cette occasion pour être le malhonnête qui n'a pas payé la TVA. En 42 ans d'édition, donc tu en es à ton 200e ouvrage. Au moins. Enfin, avec l'association. Voilà. Alors après, je me suis mis, grâce à cette association, à rééditer Pélos. Parce qu'il y a des tas de choses de Pélos qui n'ont pas eu la chance de l'album. Alors on avait un club, ça s'appelait les Amis de Pélos. Puis un jour, il y en a un qui me dit, mais pourquoi vous vous limitez à Pélos? Il y a plein d'auteurs comme ça, des années 50, 60, même aujourd'hui, qui n'ont jamais eu d'album et qui sont formidables. Alors je me suis lancé, aujourd'hui on a fait 250. 250? D'accord. Enfin 250 titres, bien évidemment. Voilà. Avec des gens d'un talent immense, Éric, Bréchy, Bourlès, Frisano, bon, je sais, enfin beaucoup, quoi.
Bien, au début de la séance, on avait dit 1 heure pour 50 années de bande dessinée. C'est pas fini. Voilà, on va peut-être terminer sur la question, mais qui a été répondue un petit peu précédemment. Pourquoi on t'appelle Tonton Tibéri? Alors là, je vais envoyer une image avec Sébastien. C'est parce que, donc, comme on l'a vu tout à l'heure et que je l'ai dit tout à l'heure, Jacques Laval était ton neveu direct. Voilà, donc c'est lui qui devait m'appeler tonton. Voilà. Et Ferry m'a appelé tonton. Moi aussi. D'ailleurs, tu signes tonton dans les courriers que Ça arrive. Donc si vous voulez m'appeler tonton, mais tant pis pour vous. Voilà, on peut envoyer aussi une photo de Jacques qui était à Radio Tarnor, puisqu'il était au démarrage. Là, c'était le tout premier studio qui se trouvait à Toulouse. Et donc là aussi, ça nous ramène un peu à toi, parce que tu as été un des premiers chroniqueurs sur la bande dessinée à la radio. Ah oui, c'était au Salon de Toulouse, donc je faisais l'animation, entre autres. Et Toulouse, c'était bien parce qu'il y avait une station de télévision, des radios en pagaille, et on avait une attachée de presse, qui d'ailleurs travaillait à la radio, Nicole Zimmermann. Et elle vient me voir, une fois elle me dit, il y a un invité qui n'est pas là, à 11h, tu vas à Sud Radio. Ah bon? Ben allez, tu vas à Sud Radio. Bon. Alors j'arrive à Sud Radio, une émission avec Patrice Orval, et il y avait Fred, le dessinateur de Philémon. Alors, ben je parle, enfin, je sais pas ce que je racontais comme connerie. Et puis à la fin de l'heure, Patrice Orval m'a dit, vous ne voulez pas rester pour la deuxième heure, parce que j'ai des difficultés. C'est une dame de la Société protectrice des animaux, je ne suis pas à l'aise. Oh, moi je suis à l'aise partout. Et la dame arrive, effectivement, on a compris pourquoi elle n'était pas à l'aise. Mais bon, alors j'ai parlé des animaux dans la BD, tout ça. Bon. Et l'après-midi, il vient au salon, et il me dit, vous voulez pas faire une émission avec moi toutes les semaines? Ah ben oui, si vous voulez. Et donc pendant, je sais pas, longtemps, j'ai fait des chroniques sur Sud Radio, le samedi. Alors, quand j'étais à Orléans, bien évidemment, les chroniques avaient été enregistrées précédemment. Et puis quand j'étais là, je faisais des émissions en direct. Et pendant cet espace, Goscinny est mort. Alors il m'appelle et il me dit, tu vas avoir des invités, tu vas me faire une émission en direct, parce qu'on a des studios à Paris. Tu vas aller à Paris, et tu feras une émission en direct le samedi à 15h. Bon, alors je contacte Tabary, avec qui j'étais ses copains, qui fait Is No Good, et puis Christian Godard, qui avait fait une série d'un pilote avec Goscinny. Et à 3h moins le quart, bien évidemment, on est devant la porte des studios. Porte fermée. Bon, alors moi, mes deux invités, j'avais pas l'air tard. Hein. Bon, non, mais c'est à 3h, hein. On a un quart d'heure là. Seulement à 3h, la porte était toujours fermée. Et à 3h15 aussi. Et puis il y a un type qui arrive en courant. Qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, je lui explique, on doit faire une émission en direct pour Sud Radio, on est devant les studios et c'est fermé. Oh ben, ils vont être fermés longtemps, ils sont tous au match de rugby. Mais si vous voulez, on fait l'émission de chez moi. Alors on est monté au studio de Radio Monte Carlo, on a fait ce qu'on appelle des bobinons, qui ont été ensuite transmis à Sud Radio et qui ont passé bien évidemment la semaine d'après. Parce que c'était enregistré. Quoi. Ben, le rugby prime sur la BD. On ne parle plus là. La dernière image, déjà, on peut dire, c'est toujours avec les Pied-Nickelés, fait par Jacques. Et c'est Jacques qui a fait celui-là. Il y a eu 3 albums. Il y a eu 3 albums de Pied-Nickelés dessinés par Jacques. Alors ce que je vous propose maintenant, c'est que on va faire une petite collation avec du salé sucré. Et ce sera toujours l'occasion de prolonger un peu la discussion avec Jean-Paul, sachant que tu as aussi des ouvrages et qu'il y a un dessinateur présent aussi pour co-signer des albums en question. Effectivement. Voilà. Écoute, merci beaucoup.